Je ne sais pas vous, mais moi, j'ai pendant très longtemps pensé qu'un jour, un ou une inconnue changerait ma vie. Bienvenue dans le premier épisode de L'origine du monde. Cette conviction intime, elle a été un socle pendant une bonne partie de mon adolescence et le début de l'âge adulte. Et c'était pas juste une conviction, ça prenait la forme d'un scénario vraiment très bien rodé, qui était que je marcherais dans la rue et que quelqu'un me remarquerait, m'arrêterait et changerait ma vie. Alors, dit comme ça, je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu presque mystique, presque divin même dans cette pensée, comme si j'étais l'élu. Voilà, j'étais l'élu, et puis on allait me reconnaître dans la foule et me dire: «Toi là, au loin, tu es l'élu». Comme tout bon scénario imaginaire, je l'ai gardé pour moi en espérant qu'il se réalise et puis, bah, le temps est passé. Je suis devenue ce qu'on pourrait appeler une adulte, ou en tout cas je suis rentrée dans le début de l'âge adulte, et là, désillusion, terrible désillusion. Personne ne va me choisir. Je ne suis pas unique, je ne suis pas l'élu. Des personnes, il y en a des tonnes. Alors, quoi, du coup? Parce que c'est ce que j'avais prévu, que quelqu'un me choisisse. Je vous avoue que pendant cette période, j'ai vu un peu noir, pour plein de raisons. Je pense que l'entrée dans l'âge adulte, c'est un peu un de mes sujets phares, mais c'est difficile, très difficile, surtout de nos jours. Pendant cette période, je suis allée voir une psychologue. Bon, j'y suis vraiment pas allée longtemps, hélas, ça a pas, pour plein de raisons, ça n'a pas fonctionné. Je l'ai vue 2 fois. Bon, la première, elle m'a fait une anamnèse, elle a essayé de comprendre qui j'étais un peu. Et puis, bah, la deuxième, on est rentré dans le vif du sujet. Et donc, elle m'a dit un peu de lui expliquer pourquoi j'étais là et ce qui allait pas. Et j'ai été hyper surprise parce que la première chose que j'ai dit, bah, c'est ça. Je lui ai parlé de cette espèce de petite conviction que j'avais depuis longtemps et qui me paraissait mais tellement ridicule. C'est vrai que ça peut paraître un peu, peut-être pas niais, mais un peu candide de penser que la vie, elle est comme ça, que quelqu'un va te choisir ou que quelqu'un va t'aider à te réaliser. Enfin, et donc j'avais un peu honte d'en parler, mais là j'étais devant la psy, c'était le moment quoi. Et c'est sorti. Donc je lui ai dit, bon, ça va vous paraître peut-être un peu stupide, mais j'ai toujours pensé qu'un jour je rencontrerais quelqu'un qui changerait ma vie. Et en fait, je me rends compte que bah, ça se passera jamais. Je l'ai vraiment dit comme ça. Et elle m'a répondu: «Vous n'êtes pas la seule à me parler de ça et c'est tout à fait normal». Je me suis sentie un peu plus libérée, je dirais, d'en parler autour de moi, donc je me suis mise un peu à questionner les gens et à leur, demander: «Bah, est-ce que toi, tu as déjà eu cette sensation qu'un jour, un désir peut-être ou voilà, imaginer ou fantasmer, qu'un jour tu serais choisie, que quelqu'un, t'aiderait à te réaliser?» Et en fait, les gens m'ont répondu: «Oui». Je veux dire, plein de gens pensaient ça. Bah, je me suis rendu compte que plein de personnes portaient en elles cet espoir, je dirais, d'être choisies. J'ai commencé à m'intéresser à bah, la psychologie de l'adolescent parce que je pense que c'est assez effectivement commun chez l'adolescence, ce besoin d'être reconnu par ses pairs. Donc je me suis dit que ça partait forcément de là. Et je suis tombée sur un psychologue qui s'appelle Erik Erikson. Il explique que dans la vie, on passe par plusieurs stades, 8 au total, et que c'est comme ça qu'on fait évoluer notre personnalité. Comment est-ce qu'on passe de stade en stade? C'est à travers des crises. Il dit qu'à chaque fois on est confronté à des crises et que c'est en essayant de les résoudre qu'on passe au stade suivant. Ça a carrément du sens. À l'adolescence et à ce qu'il appelle le début de l'âge adulte, il dit qu'il y a une crise d'identité qui est très forte. On cherche à comprendre qui on est. Et pour ça, ça passe beaucoup par la validation extérieure parce que il y a un peu cette idée qu'on a besoin que quelqu'un nous dise bah toi là, toi tu comptes. Toi ce que tu fais là ça a de l'importance ou toi ce que tu fais c'est bien. Du coup, je suis carrément d'accord avec Erik Erikson. Vraiment, j'adore ce prénom. Mais pour le coup, je pense que c'est pas juste une étape de l'adolescence à l'âge adulte. Je pense que c'est une quête d'une vie. Et je pense que c'est une quête universelle du coup. Je pense sincèrement qu'en tant qu'humain, on passe notre vie à chercher une forme de reconnaissance. Et quelle est là notre quête? La reconnaissance, ça peut prendre plein de formes, hein. Donc c'est large ce que je dis, mais je suis persuadée que c'est pas juste propre à un âge et que ça nous porte dès l'enfance et jusqu'à la fin. Si je vous parle de tout ça, c'est parce que j'ai eu envie de questionner comment ce désir d'être choisi, il s'entretient dans nos vies quotidiennes. Quelle forme il prend? D'où il vient? Et quels sont les risques? Parce que je pense qu'il y a... En tout cas, personnellement, j'ai vu des mauvaises choses dans ce désir-là. Et puis enfin, la grande question, est-ce qu'une rencontre peut-elle vraiment changer notre vie? Une de mes premières réflexions que j'ai eues quand j'ai réussi à prendre du recul sur ce désir d'être choisie, c'était de me dire, mais le choix, c'est une forme de liberté. Alors pourquoi est-ce que je voudrais que quelqu'un me choisisse et potentiellement fasse des choix pour moi? Pourquoi est-ce que, à l'inverse, j'aspire pas à ce que
moi, je choisisse quelqu'un. Pourquoi est-ce que mon premier désir est celui de potentiellement m'enlever une forme de liberté? Clairement. Et c'est le socle de ce podcast, nos récits collectifs inspirent nos récits intimes. Et inversement d'ailleurs. C'est un peu comme genre la poule et l'œuf. Je sais pas lequel était là en premier, mais en tout cas, les deux se nourrissent. Mais si on interroge ces récits, en fait, beaucoup des histoires, et peu importe la forme que ça prend ou le fond d'ailleurs, que ce soit, je veux dire, des livres, des films, des musiques, ou que ce soit un récit d'aventure ou d'amour ou autre, la rencontre bouleverse à chaque fois nos vies. D'ailleurs, c'est souvent le déclencheur de l'histoire. Donc il y a vraiment un truc avec l'idée de la rencontre et d'être choisi, qui est cultivé par nos récits collectifs. Et en fait, ce que je remarque, c'est que souvent, cette rencontre, elle permet une reconnaissance que nous-mêmes, nous ne sommes pas capables de nous donner. Donc ça met quand même une attente sur l'autre qui est énorme. Ça m'a fait penser aux Misérables de Victor Hugo et au personnage, un des personnages principaux, Jean Valjean. Si vous n'avez pas eu l'occasion de découvrir Les Misérables, je vous la fais courte, c'est un bagnard. C'est un bagnard. Enfin, un ancien bagnard plutôt. Il a passé 19 ans en prison pour avoir volé du pain. Voilà, un grand criminel vraiment. Et du coup, quand il sort de prison, il est brisé, il est plein de rancune, il déteste tout le monde, quoi. Il déteste le monde, il sait pas qui il est, enfin voilà. C'est-à-dire qu'il n'est pas sur un parcours de vie facile, c'est certain. Et un jour, il rencontre Monsieur l'évêque qui l'accueille, le nourrit, lui fait confiance, disons. Mais Jean Valjean, il est comme il est, je veux dire, il a toujours été habitué à être considéré comme un voleur, donc, et puis à être exclu, donc en fait, il ne peut être que ce qu'il est, donc il décide de voler l'argenterie de Monsieur l'évêque, puis il se fait rattraper par la police, forcément, qu'il le ramène à Monsieur l'évêque, et là, il se passe un truc fou. L'évêque, au lieu de lui dire, au lieu de l'accuser et de lui dire « Ah bah oui, c'est un voleur », il prétend au policier qu'il avait bien donné l'argenterie à Jean Valjean, et en plus, il rajoute 2 chandeliers. J'adore cette scène, vraiment. Je vais vous la lire. Jean Valjean tremblait de toutes ses forces. Il prit les 2 chandeliers d'une main convulsive et regarda l'évêque comme un homme qui regarde Dieu. « N'oubliez pas, jamais, lui dit Monsieur Bienvenu avec gravité, que vous avez promis de me servir à devenir un honnête homme. » Jean Valjean, qui n'avait jamais pleuré, éclata en sanglots. Il sentait que l'évêque, en lui donnant ses chandeliers, lui donnait sa vie. Il n'avait jamais vu la lumière d'aussi près. On revient encore sur cette idée que quand t'es choisi et reconnu, c'est un peu un truc divin quand même. Il n'avait jamais vu la lumière d'aussi près, c'est fort. Hein. Tout ça pour dire que dans le livre, c'est un choc pour Jean Valjean et que c'est le moment où sa vie bascule. Voilà, tout simplement. On est pleinement dans l'illustration de ce que j'ai amené, qui est que la rencontre provoque la reconnaissance de soi. On n'est pas capable de se l'offrir à nous-mêmes. Il faut que ce soit quelqu'un d'autre qui nous la donne. Et en l'occurrence, ici, c'est Monsieur l'évêque et sa bonté. Du coup, la question, c'est pourquoi Jean Valjean a eu besoin de l'évêque pour décider de changer sa vie. Je me suis intéressée à une de mes sciences humaines préférées, la sociologie. Je suis tombée sur Erving Goffman. Il dit qu'en gros, dans la vie sociale, on est des acteurs, voilà, on est sur scène. La vie sociale, c'est la scène, et nous sommes des acteurs. Donc, dans ce cadre-là, il dit que on passe notre temps à porter un masque et à jouer un rôle. Et surtout, ce qu'il ajoute, c'est qu'on essaie de contrôler l'impression qu'on donne aux autres. C'est important, puisqu'on joue. Et le résultat de ça, c'est qu'on finit tellement par s'habituer à ce masque que on n'arrive plus à l'enlever. On ne sait plus ce qu'il y a en dessous, on ne sait plus qui est en dessous. D'ailleurs, j'avais repéré un livre un peu, je sais pas si c'est du développement personnel, de David Brooks, je crois que c'est un journaliste américain, qui a écrit How to Know a Person. Et puis il dit nous sommes tellement habitués à nous déguiser devant les autres que nous finissons souvent par nous déguiser devant nous-mêmes. En fait, je pense que c'est à ce moment-là que ce fantasme de l'élu apparaît, et du coup, ça a du sens que ce soit aussi fort à l'adolescence, quand on perd un peu l'enfant, qu'on enfile notre déguisement pour exister à l'extérieur. Du moment où on décide d'enfiler un masque, ça veut dire qu'on crée aussi l'espoir qu'un jour quelqu'un verra au-delà de ce masque, arrivera à le transpercer. J'ai un peu vu 2 catégories dans ce fantasme. Et il y a la première catégorie qui est fantasmer le fait d'être choisi pour notre rôle, parce qu'on incarne merveilleusement bien ce rôle, pour la performance en fait. C'est-à-dire que oui, on nous repérerait dans la foule, mais pour ce qu'on incarne. Il y a un philosophe sud-coréen qui parle de la société de transparence. Il s'appelle Byung-Chul Han. Excusez-moi si je prononce mal. Il dit que c'est d'autant plus actuel aujourd'hui parce qu'il estime que plus on se montre, moins on se révèle. Plus on se montre, moins on se révèle, et en fait le fantasme d'être choisi, il se déplace justement dans une logique d'exposition et de performance. Et c'est très bien incarné par nos réseaux sociaux, avec un peu je trouve aujourd'hui, et vous me direz si vous pensez peut-être le contraire, mais moi j'ai vraiment l'impression qu'il y a un peu ce désir d'être choisi par l'algorithme en fait.
qui est un peu bizarre, parce que du coup, c'est être choisi par quelque chose de non humain, presque. Dans des schémas un peu moins de créer du contenu, recevoir un message, recevoir un commentaire, un like. Et là, je prends 40 ans quand je dis like. Il y a vraiment l'idée d'être repéré par la bonne personne. Et donc, comment en performant. Et c'est là que je trouve qu'il faut quand même une certaine maturité quand tu les utilises, parce que, en fait, Erving Goffman, ce qu'il dit, c'est que tu incarnes un rôle quand tu es sur scène. Et quand tu es sur scène, c'est dans ta vie sociale. Donc quand tu es chez toi, dans ton intime, logiquement, tu n'incarnes plus ce rôle. Tu l'enlèves jusqu'au moment où tu l'as tellement incarné que tu es bloqué, bien sûr. Mais les réseaux sociaux, ça t'entraîne encore plus dans ton intime à incarner ce rôle. Puisque tu performes ton intime constamment. L'idée, c'est de montrer ta vie sous son meilleur jour. C'est là où je trouve que c'est très très vicieux et que je pense qu'aujourd'hui, le fantasme de l'élu, d'être choisi, il peut énormément justement plutôt s'incarner dans ce désir d'être reconnu pour le rôle qu'on joue. Ce qui m'amène à la deuxième catégorie de fantasme. Certes, c'est le fantasme d'être choisi, mais d'être choisi pour ce qu'on est justement derrière notre rôle, derrière notre masque. C'est l'idée qu'on attend que la rencontre traverse le théâtre social. On veut que la personne, elle vienne, elle nous arrache notre masque. Pour cette incarnation-là, je dirais que ça représente pas mal le schéma amoureux. Bon, ce serait un peu léger de le dire que comme ça, mais il y a quelque chose dans le désir de l'autre, dans la relation amoureuse, il y a un côté un peu vois-moi en profondeur, quoi. Sans mauvais jeu de mots. Vois plus loin que ce que je décide de paraître. Le sentiment amoureux, il incarne parfaitement ce désir d'être choisi dans cette forme-là. Et du coup, là, je trouve que là, il y a un peu la dimension un peu divine que je ramenais on te voit, quoi. On te voit, on te choisit, on te voit malgré les costumes, malgré les déguisements. D'ailleurs, j'ai pas spécifié, mais dans mon cas, c'était pas une volonté de rencontrer un partenaire ou une partenaire amoureuse. C'était vraiment quelqu'un qui verrait en moi ce que je pouvais faire de ma vie. En fait, qui pouvait donner un sens à ma vie. C'était plus genre, je sais pas pourquoi je suis douée, je sais pas pourquoi je suis là et qu'est-ce que je peux bien faire de mon existence, rien que ça. Mais peut-être que quelqu'un va savoir. Je tenais à le spécifier parce que je pense que c'est important. J'y ai longuement pensé quand même. Et dans mon cas, il y a autre chose que ça amène aussi, je crois. Et pour beaucoup de personnes, vous me direz aussi, ça m'intéresse vraiment de savoir, mais je trouve que dans ce fantasme-là, ce désir d'être choisi, il y a un peu une forme de peur. J'ai l'impression que, je sais pas si c'est de la flemme ou de la peur, mais ça incarne un peu ça. Si c'est quelqu'un d'autre qui décide pour toi, c'est pas toi qui prends le risque. Je veux dire, s'il décide pour toi et que ça marche pas, que t'échoues ou que t'es pas heureux là-dedans, tu vas moins te blâmer, mine de rien. Tu vas plus blâmer l'autre. Enfin, je trouve qu'il y a un peu un truc de peur de prendre des risques, de peur de décider pour soi. Et parfois, ça fait peut-être du bien ou c'est peut-être moins vertigineux de se dire que quelqu'un d'autre va décider pour nous. Moi, j'ai pensé à un auteur qui s'appelle Alain Ehrenberg. Alain Ehrenberg, oui, qui est un sociologue français aussi. Et lui, il parle d'un truc hyper intéressant. Il parle de la fatigue d'être soi. En gros, on est fatigué de choisir. On est fatigué d'être autonome. Et donc, notre rêve, c'est le repos. Et le repos, c'est que quelqu'un d'autre décide pour nous. Pensez aussi, après j'arrête parce que là je vais trop loin, ça m'a aussi fait penser au fait que pourquoi est-ce que ça s'incarne au moment de l'adolescence / le passage à l'âge adulte. C'est parce que quand t'es enfant, il y a aussi ce truc de c'est pas toi qui prends les décisions, c'est quelqu'un qui le fait pour toi. C'est quelqu'un qui te fait à bouffer, c'est quelqu'un qui t'habille, c'est quelqu'un qui te dit va à l'école, fais ci, fais ça. Et puis à l'entrée de l'adolescence, tu deviens autonome, etc. Donc il n'y a plus quelqu'un derrière toi pour te dire ça et c'est un peu effrayant quand c'est à toi de prendre des décisions. Voilà, donc il y a aussi un lien parent-enfant là, et travail de l'autonomie, je pense. Ça ramène à la suite de cette réflexion sur notamment les dangers en fait que ça amène de vouloir être choisi. Quand tu prends un peu de recul, il y a un truc hyper passif, attendre d'être choisi. Ok, attends. Je trouve que dans nos histoires, dans nos récits collectifs, c'est quand même très très associé au genre féminin. Rien que les rom-coms, je veux dire, il y a un peu ce truc de... Pour qu'elle soit heureuse, elle attend le bon. Et d'ailleurs, Simone de Beauvoir, elle en parle très bien dans son œuvre Le deuxième sexe. Et elle parle justement de cette construction autour de cette femme qui attend d'être choisie par l'homme. Je pense que je ferai une vidéo là-dessus parce que vraiment la construction des genres, passion. Thématique passion aussi. Il y a plein de choses à dire. Enfin bon, donc... Danger numéro 1, la passivité. Vraiment, c'est le culte de la passivité, ce truc de attendre d'être choisi pour se réaliser. Deuxième danger que j'ai finalement, j'en ai un peu parlé en disant est-ce que c'est pas finalement perdre une forme de liberté que de désirer d'être choisi et de ne pas désirer de choisir.
Oui, je trouve que c'est quand même donner beaucoup de pouvoir à quelqu'un de fantasmer le fait d'être choisi et que potentiellement cette personne va mieux savoir que nous qui on est ou où on doit aller. On donne un peu le pouvoir à l'autre, je trouve. Et c'est là que ça peut être dangereux parce que si tu rencontres quelqu'un qui potentiellement n'a pas de bonnes intentions, comme il peut en exister, ça peut être hyper nocif, voire dévastateur. Voilà, j'avais écrit, j'aime bien cette phrase, être choisi, est-ce que ce n'est pas prendre le risque d'incarner des désirs qui ne sont pas les nôtres? Et donc tout ça m'amène à, est-ce qu'une rencontre peut vraiment changer une vie? Vous avez 3 heures. Et ça me fait un peu penser à l'image de Alice au pays des merveilles, quand elle croise le lapin blanc qui l'amène vers le terrier, et puis voilà, son histoire commence une fois de plus. Une rencontre, l'histoire commence. Ce lapin blanc, il incarne quelque chose, je trouve. Il incarne le hasard de la rencontre. Et ce hasard, il y a un concept autour de ça qui s'appelle la sérendipité. La sérendipité. La sérendipité. La sérendipité, c'est quoi? C'est trouver ce qu'on ne cherchait pas par hasard. Globalement, c'est ça. Et d'ailleurs, fun fact, si vous voulez briller en société, ce mot, ce terme, si vous arrivez à vous en souvenir, sérendipité, ça vient d'un conte persan qui a été popularisé en Europe. Et en gros, c'est l'histoire de 3 princes. Et ils s'appellent comment? Ils s'appellent les princes sérendipes. Ces 3 princes, ils font plein de découvertes, toujours un peu par hasard. Ils n'arrêtent pas, quoi. Pourquoi est-ce que je vous parle de tout ça? Parce que oui, on ne peut pas enlever que dans la rencontre, il y a le hasard. Je veux dire, oui, le hasard ouvre les portes. Oui, bien sûr qu'une rencontre peut changer des choses. Ce serait complètement fou de dire le contraire. Le hasard ouvre la porte, mais c'est ta capacité en fait à lire autrement, à décider de t'ouvrir à ça qui va faire que ta rencontre va être importante. Ok, Alice, elle aurait pu croiser le lapin, elle a décidé de pas le suivre, bon, il lui serait pas arrivé ce qui lui est arrivé par la suite. D'ailleurs, on le retrouve aussi dans une œuvre qui est largement lue et je pense qui va peut-être vous parler, L'insoutenable légèreté de l'être de Milan Kundera. Lui, en gros, ce qu'il explique dans son livre, c'est que beaucoup de nos vies tiennent de coïncidences, sont le résultat de coïncidences. Et que parfois, une rencontre, elle peut sembler minime ou pas forcément décisive, mais en fait, elle prend une énorme importance. Dedans, il dit une phrase que j'aime bien. Le hasard a ses lois, mais elles sont ignorées de l'homme. Il ne peut jamais savoir ce qu'il provoque en provoquant ce qu'il provoque, ni ce qu'il évite en évitant ce qu'il évite. Plein de profondeur. Je me vois dire souvent à mes potes ou voilà, au cours de conversation, t'imagines, si t'avais pas rencontré telle personne, t'en serais pas là, c'est fou la vie, où ça nous emmène, blablabla. Et en fait, ça a un nom. Ça s'appelle le biais rétrospectif. Et en gros, qu'est-ce que c'est que le biais rétrospectif? Je vais vous dire, c'est quand on regarde en arrière et qu'on réorganise notre histoire pour donner du sens aux rencontres ou événements passés. Ce qui était aléatoire devient soudainement destiné. Paul Ricoeur en parle très bien. Il parle de la notion d'identité narrative et que en fait, nous devenons nous-mêmes à travers les récits qu'on se raconte. Quand je dis qu'on se raconte, c'est pas on est des mythomanes, mais c'est la manière dont on décide de les interpréter et de les restituer, en gros. Je vais conclure, mais tout ça, c'est juste nous sommes maîtres de notre vie. Je sais, ça paraît, je sais tout ça pour ça. En gros, Paul Ricoeur, il nous dit, c'est pas l'événement qui compte, c'est la manière dont on l'intègre et dont on décide de s'en imprégner et d'en faire quelque chose. Peut-être que la question, c'est pas tant quand, qui, quoi va changer notre vie, mais plutôt comment je peux me préparer à être changée par les rencontres qui viendront. Et d'ailleurs, Charles Bukowski disait une phrase que j'aime bien. Je vous la fais en anglais, j'ai un accent de merde, je préviens. I was waiting for something extraordinary to happen, but as the year wasted on, nothing ever did unless I caused it. Pour les non-bilingues, je traduis. J'attendais que quelque chose d'extraordinaire se produise, mais avec les années qui sont passées, rien ne s'est passé à moins que j'ai décidé de le provoquer. Bon, je sais qu'on a tous envie d'être le main caractère de nos vies. C'est normal. La vie, c'est précieux et je pense qu'il faut en profiter au maximum. Et pour ça, je pense que ça demande de choisir et de ne pas attendre d'être choisi. C'est une responsabilité, je l'entends. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous choisissez d'endosser cette responsabilité, alors à coup sûr, et ça c'est une certitude, vous allez rencontrer des gens qui vont changer votre vie. Merci d'avoir regardé / écouté ce premier épisode. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'hésitez pas à me faire vos retours, à ajouter vos références, vos récits intimes. Je suis tellement friande de ça, j'adore ça. C'est aussi pour ça que je crée du contenu, parce que j'ai envie de partager mes ressentis. Tout est encore en construction, donc si vous avez des retours, n'hésitez pas aussi. Je pense que j'ai beaucoup parlé. On se retrouve, je vais essayer de sortir un épisode toutes les 2 semaines. Donc on se retrouve dans 2 semaines
pour l'épisode 2. Et puis en attendant, abonnez-vous, soutenez-moi, parce que tout ça, c'est du travail. Et que, comme je vous l'ai dit, hein, on n'est rien sans la reconnaissance. J'ai besoin de vous. Voilà. En attendant, portez-vous bien et à très vite.